Voilà, monsieur le professeur, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux et très honoré ce soir d'ouvrir notre cycle de conférences Les Jeudis du numérique dans cet auditorium Georges Bernanos. Et notre conférence de ce soir porte justement sur Georges Bernanos et sur un de ses ouvrages fameux, La France contre les robots. Je remercie très chaleureusement le professeur Jean-Gabriel Ganachia de Sorbonne Université d'avoir accepté de donner la conférence de ce soir et d'introduire ainsi, de commencer ce cycle. Nous sommes nombreux ce soir, nous sommes 450 inscrits à la conférence, un certain nombre dans cet auditorium, mais aussi, et pour un cycle de conférences sur le numérique, évidemment, il aurait été surprenant qu'il en fût autrement, de nombreux auditeurs qui sont aussi à travers les ondes. Je rappelle d'ailleurs que c'est ici même à l'Institut catholique de Paris que le professeur Édouard Branly a inventé justement la radioconduction. Donc tout cela est né ici. Georges Bernanos, lui, a été aussi étudiant à l'Institut catholique de Paris, un étudiant assez discret sur le plan académique, qui n'a pas fait un parcours absolument remarqué, mais si ce n'est qu'il était parfois apparemment assez dissipé et qu'il était plus occupé à faire la Java ou des coups politiques dans le quartier latin, apparemment que ses études. Mais enfin, ce ne l'a pas empêché, bien au contraire, de faire le très beau chemin qui a été le sien. En tout cas, faire inaugurer ce soir un cycle de conférences sur le numérique, évidemment c'est un sujet de grande importance. J'évoquais tout à l'heure, Édouard Branly, nous n'avons plus ici malheureusement de faculté de sciences. Et l'Institut catholique de Paris n'étudie plus les sciences dures, comme on le dit parfois. Néanmoins, évidemment, étudier le numérique, c'est un sujet qui concerne tout le monde, pas seulement les scientifiques qui se saisissent directement de ces sujets, mais tous, bien sûr, nous sommes immergés dans la pratique du numérique et confrontés aux questions redoutables que pose le numérique. Donc ces conférences, évidemment, elles sont tout à fait les bienvenues, particulièrement dans cette institution qui essaye aussi de réfléchir justement au sens des choses. On pourrait voir un paradoxe, certainement, à avoir choisi Bernanos pour ouvrir un cycle de conférences sur le numérique. En tout cas, c'est audacieux. Lui qui fut le pourfendeur du machinisme, de l'automatisation, de l'exigence absolue de l'efficacité économique, c'est-à-dire tout ce qu'il appelait la civilisation des machines, ennemi juré de toute vie intérieure et de toute pensée libre. Mais justement, comment nous accorderons-nous ici à l'Institut catholique, où nous faisons, comme toute la société, de plus en plus appel au numérique, avec ces paroles cinglantes et visionnaires tirées de La France contre les robots, le fameux ouvrage de 1947, que nous allons évoquer ce soir. Le progrès n'est plus dans l'homme, écrivait Georges Bernanos, il est dans la technique, dans le perfectionnement des méthodes, capables de permettre une utilisation chaque jour plus efficace du matériel humain. Cette conception est à la base de tout le système et elle a énormément facilité l'établissement du régime en justifiant les hideux profits de ses premiers bénéficiaires. Je crois qu'en tout cas les paroles de Georges Bernanos en 1947 restent tout à fait actuelles. Elles sonnent encore à nos oreilles, hommes et femmes de 2003. Je remercie en tout cas beaucoup le professeur Ganachia de nous introduire à ce sujet du numérique à partir de l'œuvre saisissante de Georges Bernanos. Bienvenue, monsieur le professeur, bienvenue, chers amis, pour cette première soirée. Je vous remercie. Je vous remercie de cette introduction et puis de cette invitation à inaugurer un cycle sur le numérique. Alors, les progrès des technologies, de l'intelligence artificielle, vous le savez tous, laissent entrevoir des possibilités inouïes, les plus enthousiastes. Pensent que les machines devraient être capables d'exécuter toutes les tâches dans tous les domaines. Il n'y a pas d'exception. Et on a déjà, d'ailleurs, des ordinateurs qui battent les meilleurs d'entre nous au jeu de Go, au jeu de l'échec. Et on bénéficie, bien sûr,
de ces technologies dans de nombreux domaines, la santé, l'agriculture, le spatial, les transports, et même dans l'écologie, bien sûr. Donc, le numérique est présent parmi nous. Il ne s'agit pas du futur. L'intelligence artificielle est là. Et souvent, j'explique que le web, c'est le couplage des hypertextes, qui sont des modèles de mémoire programmés avec des techniques d'intelligence artificielle, et des réseaux de télécommunications. Et nous l'utilisons tous. La société en est totalement transformée. Et le travail se modifie, la vie aussi, tout change, et on s'inquiète sur le devenir de l'homme. Et à cet égard, un chercheur reconnu du domaine, Yoshua Bengio, je ne sais pas si vous savez qui c'est l'un des pionniers de l'apprentissage profond, qui a été décoré de la médaille Turing. C'est l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'informatique. Donc, Yoshua Bengio affirmait en juillet dernier à Radio-Canada que les systèmes d'IA pourraient d'ici 5 à 20 ans présenter des avantages intellectuels, je cite, des avantages intellectuels significatifs par rapport aux êtres humains. Il est même allé dans une prépublication très substantielle de 88 pages qu'il co-signait avec 19 autres chercheurs, donc une énorme publication. Donc, il explique qu'il n'y a plus d'obstacle technique à la fabrication de systèmes qui satisferont des indicateurs de conscience. Sans doute, l'article lui-même ne se prononce pas sur la conscience effective de tels dispositifs techniques. Mais il mentionne explicitement dans une note, et c'est assez curieux, que dans une version préliminaire de l'article, il avait stipulé qu'il n'y avait pas d'obstacle manifeste à la construction de systèmes d'intelligence artificielle conscients. Et il dit dans la note, je l'ai enlevé parce qu'on m'a demandé de l'enlever. C'est quand même curieux. Et dans le même temps, et contrairement à ce que certains laissent entendre, je crois qu'il est important de rappeler que rien en matière de technologie n'est prédéterminé. Le futur sera ce que nous en ferons. Et ça me semble tout à fait essentiel. Et on ne peut pas se réfugier dans un fatalisme. On choisit, et le choix de la résignation, c'est-à-dire l'absence de choix, serait le pire des choix. Donc on doit assumer nos choix et on reste libre. Et notre responsabilité subsiste, elle est à la mesure de la liberté qui reste. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important. Et pour assumer ces choix et notre liberté, notre responsabilité, il me semble, il ne semble pas seulement à moi, il est indispensable et urgent de prendre la mesure, tous, des enjeux individuels, sociaux, politiques, consécutifs au déploiement de ces technologies. Et ce séminaire invite des scientifiques de différentes disciplines, tant dans les sciences dures que dans les sciences de l'homme et de la société, à nous éclairer, chacun selon son prisme propre sur ce monde nouveau. Et il s'inscrit donc dans ce lieu ici, et dont vous l'avez rappelé, à l'Institut catholique de Paris, pour lancer une réflexion humaniste et éclairée sur le devenir de l'homme, sur sa liberté et sur sa responsabilité. On songe bien sûr, et je crois qu'il faut ancrer ce cycle dans ce lieu, vous l'avez dit, et moi j'en suis extrêmement content, vous l'avez évoqué, la mémoire de Branly, un grand scientifique qui est à l'origine de ces techniques de communication, et puis tous les penseurs qui ont fréquenté ce lieu. Il y a eu beaucoup de philosophes, et puis d'hommes de lettres, bien sûr, comme Georges Bermanos. Alors, on aura d'autres conférences sur différents sujets dans le cadre de ce cycle, sur, par exemple, les infox, ce qu'on appelle les fake news, la désinformation, sur la manipulation des émotions, sur l'évolution du pouvoir, de la notion de souveraineté, etc. Voilà. Mais pour l'heure, dans la conférence qui va ouvrir le cycle, je souhaitais rendre hommage, alors bien sûr, ce ne sera pas tout sur Bernanos, mais je crois que c'est important, rendre hommage effectivement à Georges Bernanos. Alors en plus, on se trouve dans l'amphithéâtre Bernanos, donc ça donne bien sûr à cette évocation de Georges Bernanos un accent tout particulier. Alors oui, j'avais intitulé, en reprenant le titre de
de l'ouvrage de Georges Bernanos, La France contre les robots. La France contre les robots, tout contre, qui bien sûr est une parodie d'une citation de Sacha Guitry, Les femmes, je suis contre, tout contre. Qui montre bien sûr l'ambivalence du contre, puisque c'est à la fois le fait que... il était contre le féminisme et en même temps, enfin bien sûr, c'était dans ce sens-là, bien sûr, qu'il l'évoquait. Alors, donc, je voudrais... donc, la première chose, c'était pourquoi un cycle, c'est ce que j'ai évoqué. Et puis maintenant, donc, ce que je voudrais faire, c'est essayer d'abord de vous rappeler un tout petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je dis, le chat GPT ne doit pas cacher la forêt. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle existe depuis un certain nombre d'années. Alors j'aime à rappeler, mais ça ne me rajeunit pas, que j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle il y a 44 ans. Et donc ça existait déjà à l'époque, et c'était déjà bien plus vieux. Donc je vais essayer très rapidement de rappeler ça, et puis ensuite bien sûr on va évoquer Georges Bernanos, et donc comme vous l'avez évoqué, il dit qu'il y a une conspiration contre la vie intérieure. En fait je vais reprendre un certain nombre de citations comme vous l'avez fait, de Georges Bernanos, et on va voir d'où ça vient. Et puis justement, je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste peut-être, parce que d'ailleurs Georges Bernanos n'était pas contre le progrès, on va le voir, parce qu'il le dit lui-même. Il était contre une certaine orientation du progrès. Et c'est, je crois, ce qu'il faut mentionner ici. C'est-à-dire que ce qu'il dit est assez lumineux, parce qu'il nous met en évidence un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui avec le numérique. Et je voudrais montrer qu'il y a une façon d'utiliser le numérique qui peut nous enrichir. Et donc, je voudrais parler un peu des travaux qu'on a poursuivis sur les humanités numériques et ensuite évoquer peut-être la notion d'humanisme numérique. Alors, première chose, donc, le chat GPT ne doit pas cacher la forêt. Alors, ce chat, je l'ai fabriqué automatiquement avec un logiciel que certainement beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé, avec DALL-E, mais que je trouvais un beau chat. Alors, je rappelle, l'intelligence artificielle, c'est une dame âgée. 67 ans, oui, ça va. Donc, dame relativement âgée. Et oui, ça a été introduit par un jeune scientifique à l'époque, qui s'appelait John McCarthy, qui avait 28 ans, qui a trouvé le terme. Avec 3 de ses collègues, ils ont décidé de construire une discipline scientifique. Et celle-ci, oui, la phrase, peut-être vous ne la lisez, je ne sais pas si vous arrivez à la lire, peut-être pas, mais je vais vous la dire. Donc, ça se fonde sur une conjecture. C'est essentiel, une conjecture, c'est une proposition mathématique qui a toujours été vérifiée, mais qui n'a pas été démontrée. Et donc, ça dessine un horizon de possible. Alors, quelle est cette conjecture ? Au plan épistémologique, c'est important. Une conjecture, c'est la même chose que Galilée lorsqu'il dit « la nature s'écrit en langage mathématique », c'est une conjecture. On n'est pas certain que la nature s'écrive en langage mathématique. Cette table, est-ce que c'est créé en langage mathématique ? Mais c'est une hypothèse féconde. C'est la même chose. Alors, quelle est cette conjecture ? C'est le fait que toutes les caractéristiques de l'intelligence peuvent en principe être décomposées en modules si élémentaires qu'on est capable de construire une machine pour les simuler. Donc, vous voyez, c'est une étude de l'intelligence avec ces objets nouveaux pour l'époque, les ordinateurs. Il faut bien savoir que le premier ordinateur électronique construit en 1946. Et donc là, on est en 1956, ça fait 10 ans. Donc c'est très récent. Alors, qu'est-ce que sont ces caractéristiques de l'intelligence ? Je les ai mises ici. La perception, la mémoire, l'exploitation de la mémoire, c'est-à-dire l'apprentissage, le raisonnement, les fonctions expressives, le langage, les fonctions exécutives, les robots, tout ça, ça couvre le champ de l'intelligence artificielle. Alors je me permets de le rappeler pour que vous compreniez bien à quel point l'intelligence artificielle a un empan extrêmement large. Ce n'est pas un aspect particulier. Aujourd'hui, on a tendance à le réduire à une seule dimension, qui est l'apprentissage machine. Et ça débouche sur un certain nombre de technologies. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, mais comme je l'avais dit tout à l'heure, le web, ça résulte de l'intelligence artificielle. Mais les robots, c'est de l'intelligence artificielle. Enfin, il y a une partie mécanique des robots qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi une partie, des capteurs. À partir de ces capteurs, on va prendre l'information des capteurs et on va l'interpréter. C'est la simulation de la perception, c'est de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on va prendre des décisions et on va agir. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Les véhicules autonomes, ce sont des robots, en fait. Ils ne sont pas androïdes, mais ce sont des robots. C'est la même chose.
L'intelligence artificielle générative, dont peut-être beaucoup d'entre vous ont entendu parler ces derniers temps, que ce soit les modèles de langage ou les générateurs automatiques d'images, ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Network en anglais, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, ça couvre beaucoup de choses. Alors je voulais juste insister sur un point qui est ce qu'il y a aujourd'hui, parce que depuis un peu moins d'un an, en plus, vous voyez, les choses sont extrêmement rapides. Moi, j'étais à Toulouse il y a 2 jours, et on me parle de ChatGPT comme si c'était quelque chose qui existait depuis toute éternité. C'est fin novembre 2022, vous voyez, c'est quand même, ça fait moins d'1 an. Et maintenant, tout le monde pense que, ben voilà, on a l'habitude, puis on m'explique, ah oui, les personnes qui font comme ça, on a des formations pour apprendre à apprendre. On va quand même très, 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 très vite. Alors, qu'est-ce que c'est, ces outils-là? Ce sont des réseaux de neurones formels. Ces réseaux de neurones sont construits, donc c'est une simulation de ce qu'il y a dans le cerveau. Et l'idée, c'est les neurones dans le cerveau, on sait qu'ils sont connectés entre eux, et les connexions, c'est ce qu'on appelle les synapses, qui ont une forme de plasticité, c'est-à-dire que leur conductivité évolue avec le temps, et cette évolution correspond à l'apprentissage. Alors, l'idée, c'était de faire ça, et d'utiliser ça pour des tâches très simples. Et on a, avec les progrès qui ont été faits ces dernières années, la capacité à avoir des réseaux de neurones formels, d'abord qui ont énormément de cellules, et on peut les entraîner non seulement sur classifier, mais on peut faire ce qu'on appelle l'auto-encodage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met des phrases en entrée, et on veut retrouver les mêmes phrases en sortie. Et ça permet d'extraire l'esprit de la langue. Et c'est ce qu'on fait. Alors vous voyez, ici, j'ai donné un tableau. Vous avez les différents modèles. Vous voyez, le premier, c'est BERT, qui a été construit en 2019. Le principe à partir duquel ça a été fait a été introduit en 2017. C'est ce qu'on appelle les transformers. Donc, vous voyez, c'est Google qui est à l'origine de ça. Et vous voyez, ils sont entraînés sur des ensembles d'apprentissage. Vous voyez que tout en bas, 745 gigabytes. Alors, je ne sais pas, c'est un chiffre abstrait, 745 gigabytes. Mais je voudrais, peut-être pour que vous compreniez bien ce que ça représente, ce sont des textes. Alors, un livre, peut-être parmi vous, il y en a plusieurs qui ont écrit des livres. Quand vous écrivez un livre avec 1 million de caractères, c'est beaucoup. 1 million de caractères, c'est 1 mégabyte. Donc, c'est plus qu'un livre, c'est une limite supérieure. D'accord ? Alors ensuite, 1 gigabyte, c'est 1 millier de livres. 1 millier de livres, c'est important. Je crois que la bibliothèque de François Ier, elle comptait 1000 ou 2000 livres. C'était une énorme bibliothèque. C'était l'ancêtre de la Bibliothèque nationale de France. 745 000 livres, c'est énorme. 745 000 livres, vous voyez, la Bibliothèque de France, elle contient 14 millions d'ouvrages. Vous voyez, c'est 1/20 de la Bibliothèque nationale de France. C'est énorme. Et bien, on entraîne là-dessus, sur des corpus comme ça. Et l'idée, c'est d'extraire l'esprit de la langue, vous voyez, de contracter tout ça. Avec comme perspective, à partir de ça, d'améliorer, vous voyez, les techniques de traitement du langage naturel. Alors, au début, c'est le résumé de texte, la paraphrase, les systèmes questions-réponses. Et il y a une application particulière, c'est ce qu'on appelle la génération de texte. C'est-à-dire que vous avez un petit texte et puis il essaye d'anticiper le mot d'après, puis le mot d'après, puis le mot d'après. Bien sûr, il ne comprend rien, c'est pour ça. Vous voyez, ici, il y a un perroquet, là. Ce sont des perroquets. En plus, ça fait allusion à une chercheuse américaine qui a dit que ce sont des perroquets stochastiques. Mais c'est exactement ça, des perroquets qui sont fondés sur les probabilités. Donc, c'est entraîné sur d'immenses bases de texte, et surtout, les réseaux, alors là, vous avez le nombre de paramètres. Et le nombre de paramètres, vous voyez, le dernier, 10 puissance 12. C'est-à-dire, vous voyez, 1000 milliards de paramètres. C'est énorme. Dans notre cerveau, on a 80 milliards de cellules. Il y a beaucoup plus de connexions, parce que chaque cellule est en connexion avec 1000 et 10 000 autres cellules. Mais ça vous donne quand même une idée de l'énormité de ce type de machine. Donc, vous voyez, c'est extrêmement impressionnant. Ça donne des résultats, vous les avez tous testés, donc je ne rentre pas dans le détail du résultat. Mais je crois que c'est important de rappeler un tout petit peu cette histoire. Et vous voyez que c'est une histoire récente. Ça date, les premiers, c'est 2019. Ouais, je les avais utilisés en 2022, j'avais fait une chronique là-dessus, et GPT ensuite, ChatGPT a repris GPT, mais à l'origine, c'est Google qui était à l'origine de ça. Alors ensuite, vous avez vu qu'en mars 2023, il y a eu
demande de moratoire qui explique qu'il faut arrêter les expériences parce que c'est trop dangereux. Alors là, je voudrais faire, et vous inciter à faire simplement une analyse de texte, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé « mais qu'est-ce que c'est ?» et qui s'inquiétaient. Ils me disent « oui, il y a un moratoire, ce sont des gens importants ». Et je leur ai dit « mais est-ce que vous avez lu le texte ?» Et je me suis rendu compte que très peu l'ont lu. Et je relais, justement, profitons du fait qu'on est ici, hein, dans un lieu justement qui est un peu consacré à l'étude, pour lire ce texte. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit des systèmes d'intelligence artificielle avec une intelligence qui rivalise avec l'homme. Déjà, c'est un peu curieux, hein, parce que, je vous ai dit, l'intelligence artificielle, le but, c'est de simuler un certain nombre de compétences cognitives. Mais ça ne rivalise pas avec l'homme. Bien sûr que les machines, elles font des calculs plus rapidement que nous depuis très longtemps. Mais ça n'a pas de sens de dire que ça rivalise avec l'homme. On ne parle pas de la même chose. Alors il dit que ça constitue un changement profond dans l'histoire de la vie sur Terre. Alors en quoi les robots bavards changent la vie sur Terre? Est-ce que vous croyez qu'un robot bavard, ça va avoir une incidence sur les paramécies? Donc ça ne change pas la vie. Alors on va continuer. Ensuite on vous explique, hein, mais vous pouvez le lire en détail, hein, l'analyse, mais je ne voudrais pas y passer toute la soirée, ça mériterait d'ailleurs. On vous dit qu'il y a des esprits numériques, digital minds. Vous avez déjà vu des esprits numériques, vous? Et ensuite on vous dit human competitive, même chose, et general task. Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'une tâche générale? Vous connaissez une tâche générale? C'est bizarre. Et on reprend, hein, est-ce qu'on doit développer des esprits non humains? C'est quand même curieux tout ça. Vous vous rendez compte, je veux dire des bêtises pareilles? Alors ensuite, on vous dit, hein, on va atteindre l'intelligence artificielle générale. Alors tout le monde a peur de ça. Mais sauf que le problème, c'est que l'intelligence, alors on ne le voit pas là, l'intelligence n'est pas génère. Non, elle n'est pas générale. Hein, c'est parce qu'il y a... L'intelligence n'est pas générale. Et on le sait depuis longtemps. Les travaux sur les sciences cognitives, depuis une quarantaine d'années, avec l'imagerie fonctionnelle cérébrale, nous montrent très bien que notre intelligence, elle est ancrée dans notre cerveau. Ça implique un certain nombre de parties de notre cerveau, et que, bien sûr, c'est spécifique. Hein. Ici, vous voyez, j'ai pris l'exemple. Hein, vous avez un musicien qui écoute de la musique en haut, et en bas, une personne qui écoute de la musique qui n'est pas un musicien. Et vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas les mêmes qui sont éclairées. Et bien sûr, il y a une activité beaucoup plus forte pour un musicien que pour quelqu'un qui n'est pas musicien. Alors c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour toutes les tâches. Et les cerveaux, on fait des banques de cerveaux, c'est-à-dire des images de cerveau, bien sûr. Hein, et on se rend compte que les individus ont des cerveaux aussi différents que les visages sont différents. Et donc ça veut dire que chacun a une personnalité singulière. Donc l'idée qu'il y ait une intelligence générale, l'idée que l'intelligence est une substance qu'on peut quantifier avec un nombre est absurde. Justement, chacun a une intelligence particulière. J'insiste là-dessus parce que scientifiquement, c'est aberrant de dire ça. Voilà. Alors, je voulais aussi dire que ce sont des questions anciennes, et je voudrais évoquer ici, puisque nous sommes en 2023, le fait que c'est le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Vous savez que Blaise Pascal, en tant qu'informaticien, on y est particulièrement attaché, c'est lui qui est à l'origine de la première machine à calculer. Et surtout, il a fait cette machine très jeune, mais surtout, il a réfléchi aux conséquences de cette machine. Et il a eu cette phrase extraordinaire, il a dit cette machine, la machine arithmétique, fait des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux. Mais elle ne fait rien qui puisse faire dire qu'elle a de la volonté comme les animaux. Je crois que s'il y a une phrase qu'il faut méditer, c'est bien celle-là, parce que, me semble-t-il, elle est toujours pertinente aujourd'hui. Il pointe vraiment sur la question. C'est-à-dire que les ordinateurs, ils font des effets qui sont plus proches de la pensée que tout ce que font tous les animaux, j'allais dire peut-être l'homme compris, encore que, c'est une question ouverte. Mais en tout cas, elle n'a pas de volonté. Et elle n'a pas plus de volonté aujourd'hui qu'elle en avait hier. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler, parce qu'on n'a aucun élément qui nous laisse entendre qu'elle a de la volonté. Alors maintenant, on va parler peut-être un tout petit peu de Georges Bernanos, donc la France contre les robots. Donc, alors d'abord, ce qui est étonnant, c'est qu'il est pratiquement jamais question de robots. Il emploie le terme
qu'une seule fois ou 2 fois à l'intérieur du livre. Et je rappelle que ce terme robot est assez récent. Quand il écrit son livre en 1947, le terme robot a été inventé par un dramaturge tchèque, Karel Čapek, en 1921. Et ça vient du tchèque rob, qui veut dire esclave. Et ça désigne des travailleurs artificiels. Et la première... alors, ce que dit... c'est intéressant parce que ce que dit, je crois... Bernanos, il dit la première vraie machine, le premier robot fut cette machine à tisser le coton qui commence à fonctionner en Angleterre aux environs de 1760. Donc ça c'est Bernanos. Donc, vous voyez, il parle très peu de robots, mais en même temps, il a très bien compris ce que c'était. C'est-à-dire que c'est une machine qui va automatiser le travail. C'est de ça dont il va parler. Donc ce ne sont pas les robots modernes, et ce ne sont pas des robots androïdes. Donc là j'ai donné c'est la pièce de théâtre de Karel Čapek, et c'était le costume des acteurs de cette pièce. Mais donc, il a pris le bon robot. Je crois que d'ailleurs au début il ne l'avait pas utilisé, et ce sont, je crois, au moment de trouver un titre, il l'a repris, et puis il a dû reprendre. Alors, c'est pas une question, une critique de la modernité. Je crois que c'est important. C'est un homme moderne, Bernanos, dans son temps. D'ailleurs, vous le voyez, il aime les machines, il a fait beaucoup de motos. On dit, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce n'était pas un élève très studieux, parce qu'effectivement, il était... J'insiste là-dessus parce qu'on pourrait avoir une image un tout petit peu passéiste du personnage, pas du tout. Et ce qu'il va nous dire est intéressant pour nous aujourd'hui. Donc, il dit « Je n'ai jamais pensé que la question de la machinerie fût un simple épisode de la querelle des anciens et des modernes. » Donc, vous voyez qu'il le dit explicitement. Et ce n'est pas une critique des machines. Il dit « Je ne parle pas de l'invention des machines, je parle de leur multiplication prodigieuse, à quoi rien ne semble devoir mettre fin. Car la machinerie ne crée pas seulement les machines, elle a aussi les moyens de créer artificiellement de nouveaux besoins qui assureront la vente de nouvelles machines. » C'est-à-dire qu'il comprend que le monde moderne, c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel on va avoir des besoins qui vont être créés artificiellement. Il saisit ça, il saisit ce que va être cette société de consommation qui se met en œuvre. En réalité, il comprend que c'est la logique du monde, et il le dit explicitement, et en particulier du monde anglo-saxon, qui est une logique d'investissement à tout prix et de consommation excessive. Alors, ensuite, il dit, c'est ce progrès, mais j'insiste, ce n'est pas une critique de la modernité. Il dit c'est simplement un type de progrès qui pose problème. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais j'aime bien cette citation. Alors oui, il dit le progrès, donc c'est ce que vous avez dit, le progrès n'est plus dans l'homme, il est dans la technique, dans le perfectionnement des méthodes capables de mettre une utilisation, de permettre, dans le perfectionnement des méthodes capables de permettre une utilisation chaque jour plus efficace du matériel humain. Oui, c'est une réduction de l'homme à simplement du matériel. Mais je voudrais lire la première parce que je trouve qu'elle entre en résonance avec ce que nous avons vécu. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à m'intéresser, enfin, ça fait longtemps que je fais de l'intelligence artificielle, mais au moment où on parlait des autoroutes de l'information, au début du web, il y avait un technologue et qui nous expliquait que le matin, il était à Tokyo et l'après-midi, il était à New York. Et je me souviens que c'était au Sénat, c'était une discussion où il expliquait ce que c'était, et tout le monde était ébahi, parce qu'il donnait... c'est exactement la même chose qu'il nous présente ici. Je le lis. Le café au lait à Paris, l'apéritif à Chandernagore et le dîner à San Francisco. Vous vous rendez compte ? Oh, dans la prochaine inévitable guerre, les tanks lance-flammes pourront cracher leurs jets à 2000 mètres au lieu de 50, le visage de vos fils bouillir instantanément et leurs yeux sauter hors de l'orbite, chiens que vous êtes. La paix venue, vous recommencerez à vous féliciter des progrès mécaniques. Paris-Marseille en un quart d'heure, c'est formidable, car vos fils et vos filles peuvent crever. Le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de l'éclair. Que fuyez-vous donc ainsi, imbécile ?
Voilà, c'est, je crois, important de... Alors, j'ai cité juste quelques fragments, mais qui vous donnent une idée de ce qu'il y a derrière cet ouvrage. Et alors, bien sûr, ce qui nous explique, c'est ça, c'est que c'est une, j'aime beaucoup le terme, une conspiration contre toute vie intérieure. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Un monde gagné par la technique et perdu pour la liberté. Je crois que c'est ça. Et je voudrais revenir après pour justement montrer, ça c'est quelque chose, je crois, qui nous apporte beaucoup, parce que ça montre bien les problèmes que pose le numérique. Et vous allez voir en écho tout à l'heure, je vais essayer de... Et puis la dernière chose, c'est perte de sens. Il explique que justement, avec cette modernité, les idées sont plus que des formules abstraites. Je cite, « J'affirme une fois de plus que l'avilissement de l'homme se marque à ce signe que les idées ne sont plus pour lui que des formules abstraites et conventionnelles, une espèce d'algèbre, comme si le verbe ne se faisait plus chair, comme si l'humanité reprenait en sens inverse le chemin de l'incarnation. » Je crois que ça, c'est extrêmement important. On le voit tous les jours dans les médias, où ce sont des étiquettes qu'on colle sur les événements. Et malheureusement, ces derniers jours, on a vu ça de façon extrêmement douloureuse. On ne fait plus sens. Donc ça, je crois qu'il le perçoit extrêmement bien. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, enfin, même si c'est passionnant, je vous invite tous quand même à le relire. Et il a raison aussi. Bon, d'abord, comme je savais qu'on faisait un cycle ici, je voulais l'ancrer dans cet institut. Mais je pensais bien sûr à Berners, comme je savais qu'il avait été fréquenté cet institut. Et je veux dire que j'ai un de mes neveux qui a 21 ans et qui lisait, je sens que je lui en ai jamais parlé, La France contre les robots de Georges Bernanos. Et ça m'a beaucoup touché parce que je me suis rendu compte, et il a été passionné par ça. Et ensuite, mon fils lui-même, qui est en philo, donc qui a 22 ans, l'a lu jusqu'au bout. Donc vous voyez, c'est un livre qui parle aujourd'hui. C'est ça qui est important. Donc ce n'est pas simplement une référence historique. Donc, question, oui, j'aime bien cette sculpture, c'est comment est-ce qu'on va être mangé. En quoi y a-t-il une conspiration contre la vie intérieure? Alors, pour ça, je crois qu'il est important de comprendre la logique du monde contemporain. C'est la logique du profilage. C'est-à-dire que, alors j'ai une formule que j'aime bien, de la femme sans tête à la femme sans tête. Alors, ça veut dire quoi? Au début du Bonheur des dames de Zola, vous avez un mannequin dans lequel la tête a été remplacée par une étiquette. C'est le modèle du prêt-à-porter. Un modèle pour tout le monde, avec un prix. Aujourd'hui, on est capable de faire un modèle pour chacun, plus exactement, un modèle adapté à chacun. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est savoir quel est le désir de chacun. Et donc, toute la difficulté, c'est de savoir quel est votre désir. Et donc, on essaye de vous profiler pour savoir qu'est-ce que vous aimez. Au fond, on a été pendant des siècles dans un monde où l'homme était manipulé par le bâton, on était mené au bâton, et aujourd'hui, on est mené avec le désir, à la carotte. Et donc, c'est exactement ça. L'économie résulte de ça. Donc, on anticipe le comportement, on manipule les personnes, on évalue les personnes. Vous voyez que c'est une réduction de l'individu, mais simplement, bien sûr, elle peut être extrêmement fine. Alors, je vais évoquer ce qu'il disait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez... J'aime beaucoup le titre de ce livre, et même ce qui est dit par... Bruno Patino, il dit l'économie de l'attention, on est sollicité de façon incessante. Alors, l'idée, c'est qu'il y a tellement de contenu, et je crois que je l'ai cité ici, il y a sur Netflix 32 000 heures de programmes disponibles. Le nombre d'heures proposées ne fait que croître, de même que la diversité des chiffres. La plateforme musicale accueille chaque seconde un titre supplémentaire, soit 100 000 nouveautés, 37 millions de chansons en plus par an. Et ça augmente. Il nous faudrait à chacun 30 000 ans pour regarder toute la production d'une année. Ça donne un peu une idée de ce vertige. Alors bien sûr, la vie intérieure avec ça, elle est tout à fait condamnée. Ah oui, alors il y a quelque chose que... Alors ça a dû sauter, mais on va essayer de le remettre avant ça. C'est qu'il y a quelque chose de très beau que dit Bruno Patino, alors qui doit être sous le poisson, noyé par le poisson. C'est...
la nuit a disparu. Il n'y a plus de nuit. Et justement, ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous, c'est ce moment de silence, ce moment où je veux dire, on est seul avec soi-même. Et ça, justement, c'est un des grands problèmes de la modernité, c'est que ça disparaît. Je trouve que ça fait vraiment, parce que dit Bernanos, je veux dire, nous fait pressentir ce type de choses. Mais c'est encore pire, certainement. Mais c'est vraiment dans ce sens-là. Alors, pour ne pas désespérer, et je voulais terminer par ça, je veux dire, le pire n'est jamais certain. Je voudrais montrer quelques applications de l'intelligence artificielle qui, à mon sens, ne procèdent pas simplement de la consommation culturelle, mais nous permettent de mieux comprendre les œuvres du passé. Alors je vais aller un tout petit peu rapidement, ça correspond à des travaux que j'ai poursuivis depuis un certain temps. Vous voyez, ce sont des travaux, ça par exemple, que j'ai poursuivi avec un laboratoire qui se trouve à l'École normale supérieure, qui s'appelle l'ITEM, et qui travaille sur la génétique textuelle. Il s'agit d'essayer de faire les poubelles des auteurs pour comparer les versions de texte et pour essayer d'avoir une lecture diachronique du texte. Alors c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des intentions de l'auteur qui apparaissent progressivement. Et ça permet aussi de voir qu'il y a plusieurs intentions. C'est qu'en général, il y a différentes strates de sens qui sont évoquées à l'intérieur du texte. Alors quand on lit le dernier texte, on ne les perçoit pas toujours, tandis que quand on le lit de façon diachronique, on peut les percevoir. Alors là, vous voyez, par exemple, on a développé avec les personnes de l'ITEM un logiciel qui permet de comparer les différents états de texte et ensuite de faire une statistique sur les évolutions. Alors là, c'est une petite nouvelle d'André Chédid, peut-être vous en avez entendu parler, c'est une romancière, et c'est une nouvelle en hommage à sa mère. Alors quand on la lit, on trouve qu'elle vénère sa mère, qui était une personnalité flamboyante, etc. Mais quand on le voit dans la façon diachronique, on se rend compte qu'en réalité, c'est une petite fille qui, au départ, dans la première version, est assez timide, et sa mère essaye de la mettre en avant. Et dans la deuxième version, on se rend compte que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est une mère qui est totalement abusive et qui occupe le devant de la scène. En plus, elle veut la marier. Vous voyez ici, on vous dit, elle nous aimait. Elle commence par « elle nous aimait ». Nous nous sentions aimés par elle. Vous voyez, ça change. Elle nous aimait, dit-elle, quels que soient voilà. Parfois, deuxième fois, parfois avec abnégation, reculant dans l'ombre pour nous laisser toute la place. Et vous voyez, dans la deuxième version, elle nous aimait avec intelligence et sans abnégation. Et là, vous voyez que tout se transforme, bien sûr. Et elle ne recule pas dans l'ombre, demeurant elle-même dépourvue de cette amertume qui s'infiltre parfois dans les âmes trop dévouées qui brûlent leur existence au feu des autres. Il lui arrivait pourtant de s'effacer pour un temps, de reculer, d'abandonner l'avant-scène qu'elle occupait avec éclat et assurance pour céder la place à quelqu'un de son choix. C'est une mère totalement manipulatrice qu'elle dessine dans la seconde version. Alors ça, justement, on peut le mettre en évidence, ce type de transformation. Alors ça, c'est une des choses. On a aussi beaucoup travaillé sur l'intertextualité. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux avec tout un tas de théoriciens de la littérature. Vous voyez Julia Kristeva, Antoine Compagnon, Harold Bloom, etc., Gérard Genette, et qui nous explique que les textes ne sont pas isolés, que les auteurs sont dans un univers. C'est ce qu'on a essayé de faire, de repérer des traces automatiques. Par exemple, vous voyez ici, on sait que Balzac s'inspirait de la science de son temps. On essayait de confronter les textes de Balzac avec des textes de la physiognonomie et de la phrénologie, et on voit que dans les descriptions de personnages de Balzac, il y a des termes qui sont empruntés à ces termes scientifiques. Vous voyez, par exemple, il dit « ces petits yeux verts percés comme avec une vrille », et en fait, on voit bien sûr que Isidore Bourdon, dans son traité de physiognomie et de phrénologie, nous dit « les personnes qui ont des petits yeux ronds percés en vrille, comme on dit, sont ordinairement remarquables par la finesse et la vivacité de l'esprit ». Vous voyez, ça permet de mieux comprendre. Voilà. C'est pour donner quelques petits exemples. Puis on a travaillé aussi, toujours sur l'intertextualité, en regardant les influences mutuelles des auteurs les uns avec les autres. Donc je vais arrêter avec ça, et je voudrais conclure sur cette perspective d'un humanisme numérique, alors, qui moi, m'est particulièrement cher, parce que, je ne sais pas si vous avez lu les ouvrages d'Ivan Illich, je suppose que certains d'entre vous les ont regardés avec attention, j'imagine. Et il y a un très beau texte, In the Vineyard of the Text, un commentaire sur le didascalicon, duc de Saint-Victor.
Et moi, je l'ai lu, ça m'a passionné parce qu'on s'intéressait aux livres électroniques et aux transformations qui étaient liées au support. Et vous savez que dans cet ouvrage, Hugues de Saint-Victor, Ivan Illich explique comment Hugues de Saint-Victor, avant l'invention de l'imprimerie, c'est le 11-12e siècle après Jésus-Christ, va introduire un certain nombre d'inventions dans la rédaction des textes qui vont permettre de les lire différemment. En particulier, il va introduire des marques d'oralité, il va introduire des paginations, il va introduire des index, etc., qui fait qu'on va pouvoir avoir une lecture interprétative et silencieuse des textes. Tandis qu'auparavant, il y a une lecture orale. Donc ça joue un rôle majeur dans la transformation intellectuelle. Peut-être que c'est plus important que l'imprimerie même, parce qu'on nous parle toujours de la diffusion, mais avant la diffusion, c'est cela. Et alors, moi j'avais beaucoup aimé ce livre, et lorsque, vous voyez, ça c'est la tour Jussieu, ce qu'on appelle la tour Zamansky. Et il se trouve que cette tour Zamansky, au moment du désiamantage de Jussieu, on l'a désossée. Et puis après, on l'a reconstituée, il y a eu une inauguration. Et au moment de l'inauguration, il y a une ministre qui est venue, qui s'appelait Valérie Pécresse, vous vous souvenez, qui avait un discours, et j'ai lu le discours, je n'étais pas là, mais en lisant le discours, elle termine en disant « Ce lieu, qui est un lieu d'enseignement depuis très longtemps, puisque c'était l'abbaye Saint-Victor. » Et là, je me suis dit « Mais Hugues de Saint-Victor, est-ce que c'est le même ?» Eh bien oui, c'était ce Hugues qui était là, à cet endroit-là. Alors ça, moi, ça a été extraordinaire parce que je n'avais pas du tout imaginé que ça. C'est-à-dire que nous, on était très fiers d'avoir la paternité de la Sorbonne, mais c'est encore plus ancien que la Sorbonne. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, ce que je me disais, c'est que justement, ce rôle extrêmement important, et ben, je trouve qu'au même endroit à Jussieu, une nouvelle approche de la lecture avec les siècles, avec la lecture des textes au XXIe siècle, ben, c'est ce qu'on essaye de faire avec les humanités numériques. Vous voyez que c'est, je trouve, un espoir extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut transformer l'apport que l'on peut avoir des œuvres humaines avec les outils modernes. Et puis je voudrais terminer par ceci. Souvent l'éthique, on dit que ça peut être la loi, les commandements, les réglementations, les normes, et en intelligence artificielle, justement, on essaye de faire ce qu'on appelle l'éthique by design, ou modéliser les raisonnements éthiques, ou au plan européen, par exemple, vous avez le DSA, dont on a beaucoup parlé, Digital Service Act, qui a pour but d'appliquer les règles de l'État, les règles communes dans le cyberespace, avec toutes les questions que ça pose. Malheureusement, ce qui était dramatique les derniers jours, ce DSA donc, a été mis en service depuis quelques mois, et en principe, il doit contraindre les acteurs du numérique à respecter les lois communes. Et en particulier, bien sûr, on ne peut pas diffuser n'importe quoi, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas inciter à la haine, etc. Et vous avez vu ce qui s'est produit dernièrement avec, après les massacres, des diffusions sur Twitter et la Commission européenne impuissante à réfréner ça. Et bien sûr, X qui se moquait éperdument de ce qui était reproché. Donc ça montre bien les difficultés de ce genre de choses. Donc l'importance des commandements et en même temps la difficulté à les mettre en œuvre. Il y a une deuxième dimension de l'éthique qui est la prudence, tirer parti du passé. Alors c'est très important parce que lorsqu'en informatique, on veut prouver un programme, on définit ce qu'on appelle des spécifications formelles, c'est-à-dire les relations entre les entrées et les sorties. Et puis, on essaye de prouver ensuite que pour toute entrée, le programme qui va s'exécuter va donner une sortie et qu'elle vérifie ça. Le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, et en particulier l'apprentissage, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de spécification. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un système qui va regarder des grains de beauté, vous avez des photos de grains de beauté, puis vous avez un dermatologue qui vous donne la réponse, puis à partir de ça, vous apprenez, vous trouvez des corrélations entre la forme et le grain de beauté, mais vous n'avez pas de spécification, parce que justement le but c'est de les construire. Donc on ne sait pas comment faire. Et pour essayer de les prouver, donc, ce qu'on fait, c'est que comme il n'y a pas de spécification, on va essayer des tests. Et donc c'est l'expérience du passé qui va nous permettre d'essayer de nous assurer sans certitude que le système d'intelligence artificielle va faire relativement peu d'erreurs. Ensuite, il y a des théories des tests, il faut
par exemple, si on prend des images de grains de beauté, on va les modifier un tout petit peu, et puis voir si c'est stable, et puis on va essayer de s'assurer qu'il couvre bien tous les exemples, etc. Mais tout ça, ça veut dire que oui, c'est le passé, et donc ça correspond à une allégorie qui est celle de l'expérience du passé. J'ai dit Thémis, c'est la loi. La loi, avec ses caractéristiques, ses attributs, elle doit être impartiale et équitable. Et là, dans le cas de Prudence, elle doit être... oui, on la représente toujours comme une femme, avec deux attributs. Vous avez un serpent, vous voyez, au bras, c'est la connaissance, et surtout un miroir. Et le miroir, c'est justement ce regard sur le passé. Et je voudrais partir de ces deux allégories qui me semblent importantes, parce que l'éthique, c'est à la fois la loi et l'expérience. Mais justement, ce n'est pas que ça. L'éthique, ce n'est pas la seule prudence, ni la seule loi. C'est aussi d'abord l'ouverture au présent. Et je vais reprendre ce thème, accueillir ceux ou celui qui vient. L'éthique, ça doit se penser face au chaos. Il me semble que, je pense que si on présentait ça à Bernanos, je pense qu'il... face à ce qui arrive inopinément. Et le chaos, c'est au sens de la théorie mathématique du chaos, c'est-à-dire les systèmes dynamiques instables. On pense à l'effet papillon, ce qui est imprévisible parce que très sensible à des petites conditions différentes. Et je voudrais terminer sur un ouvrage, c'est juste à l'intérieur de cet ouvrage un texte. Ce texte, c'est une conférence qu'a prononcée Jacques Derrida en 1994 à la Sorbonne. Elle est intéressante parce que 1994, vous voyez, c'est 5 ans après l'effondrement du mur. Et là, ils avaient avec à la main qu'on leur dit « Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vient, penser ce qui vient ?» Et donc Alain Minc a fait un exposé extrêmement brillant d'économiste sur les équilibres géopolitiques et les enjeux. Et Derrida a dit « Oui, moi je suis beaucoup moins compétent techniquement, mais en même temps je vais vous parler justement de celui qui vient, ceux qui arrivent. » Et l'éthique, justement, il dit « Eh bien, c'est ça, ça se pense face au chaos. » Malheureusement, ces dernières années, on voit bien que l'avenir est imprévisible. Pensons à la pandémie, pensons à la guerre, pensons à toutes les atrocités que nous venons de vivre. Et justement, l'éthique, c'est face à cela. Et ce que je peux reprocher aux régulations éthiques qui sont en train d'être faites, c'est qu'elles se construisent par rapport à des risques imaginaires. Si on regarde la régulation sur l'intelligence artificielle, elle imagine des scénarios qui sont totalement fictifs et qui relèvent soit du fantasme complet, soit du passé. Par exemple, vous savez que la réglementation sur l'intelligence artificielle a différentes catégories de risques, et il y a des risques inadmissibles qui conduisent à des interdictions. Et le premier de ces risques, il y en a 3 des risques inadmissibles. Le premier, c'est très étonnant, sont les images subliminales. Moi, j'étais étonné parce que j'ai vérifié. Les images subliminales, c'est une légende. Ça a été, dans les années 50, vous savez, c'est un publiciste qui a expliqué que si on mettait des images tous les 25e de seconde, notre conscience ne les percevait pas, mais elles pouvaient avoir une influence. Et il démontrait, soi-disant, qu'on achetait, si on buvait du coca, achetait des pop-corn, on achetait plus de campement et on buvait plus de coca. Ensuite, il y a des psychologues qui ont essayé de le refaire, ils n'y sont pas arrivés. On lui a demandé, il a avoué, au bout d'un certain temps, qu'en fait, il n'avait jamais fait ces expériences. Et donc, c'est incroyable. Ces parlementaires européens qui nous imposent une loi, une interdiction sur quelque chose qui n'existe pas. Alors, je termine la parenthèse, mais justement, l'éthique, ce n'est pas ce qui n'existe pas, c'est essayer d'être dans le présent. Et pour terminer, justement, Derrida, dans son texte, fait une étymologie fantaisiste, ce qui arrive par quoi? Parce que c'est fécond. Il rapproche chaos de Keino. Keino, c'est la forme de la bouche ouverte, bouche bée comme ça. C'est celui qui est pétrifié et qui ne peut rien dire. Et justement, l'éthique, c'est surmonter cette stupéfaction pour pouvoir continuer à agir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette très belle conférence qui, je crois, va nous ouvrir beaucoup de perspectives, à la fois qui montre tout ce que les questions du numérique et l'intelligence artificielle peuvent chambouler dans notre vie et aussi tout ce que ça ouvre comme perspective. J'ai écouté ce que vous disiez à la fin sur la question de l'éthique qui se pense toujours par rapport à ce qui survient inopinément, mais concrètement.
Et ça me fait penser, dans l'Évangile, il y a ce mot toujours très mystérieux du prochain. Le texte évangélique est traversé, l'enseignement du Christ est traversé par ce mot assez énigmatique. On parle toujours du prochain. Et quand j'étais enfant, je me demandais toujours qu'est-ce que c'était le prochain. Mais en tout cas, je crois justement que c'est exactement cela. Et c'est un des cœurs du message évangélique. C'est justement le prochain, c'est celui qui se fait proche de moi, c'est-à-dire celui qui se met sur ma route d'une certaine manière, inopinément, et qui d'une certaine manière va changer ma vie. Et effectivement, le comportement moral, entre autres, mais pas seulement d'ailleurs, plus largement, il tient compte de celui qui est sur mon chemin, que je n'ai pas choisi, qui est là, et bien, au minimum, il faut faire avec, alors que parfois notre tendance, ce serait plutôt justement de le contourner, et même la rencontre, évidemment, peut aussi changer notre vie pour le meilleur. Bon. Et voilà, en tout cas, je crois peut-être dans le numérique, il y a un peu de cela. Moi, je dois dire, en tout cas, sur la question numérique, peut-être, je pense que nous avons un peu de temps pour quelques questions. Je vais donner la parole à l'auditoire, mais en vous entendant, il y a une chose par rapport au numérique, moi, qui me frappe toujours, c'est qu'un des axes du numérique, c'est l'efficacité, c'est-à-dire finalement une des promesses que fait le numérique, c'est de nous faire gagner beaucoup de temps et d'être très efficace. Et c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses très rapidement avec le numérique. Mais, je ne sais pas si l'expérience est absolument universelle, lorsque l'on utilise le numérique, notamment Internet, en vérité, on perd beaucoup de temps. Et on sait que c'est le piège d'ailleurs d'Internet. Voilà, ceux qui sont parents se désespèrent en général avec leurs adolescents ou leurs enfants qui passent, évidemment. Mais enfin, en vérité, je crois que c'est le cas un peu de tout le monde. Donc là, c'est le piège pour tout le monde. Alors parfois, d'ailleurs, on s'en désespère en se disant « ça y est, j'ai encore perdu ». Voilà. Mais je me dis aussi parfois que finalement, dans le numérique, justement, on perd son temps. Et perdre son temps, c'est aussi une manière de le gagner, c'est-à-dire que finalement, il y a une sorte de promenade, il y a une sorte de gratuité aussi dans le numérique, et on rencontre beaucoup de choses, des choses qu'on n'aurait pas imaginées, des choses, voilà, il y a de très belles rencontres aussi qui alimentent notre imagination, et parfois, après une journée bien remplie, où il a fallu justement, pas forcément dans le numérique, mais où il a fallu être efficace et productif, on n'est pas forcément mécontent de perdre un peu de temps sur Internet à découvrir des choses que l'on n'imaginait pas, parfois de manière un peu inopinée. Enfin bref, donc on perd son temps sur Internet, mais ça n'est peut-être pas finalement toujours si négatif que cela. Enfin voilà, c'est un peu je vous livre mon expérience qui, je pense, est assez commune, mais je me dis que finalement, ce n'est pas forcément l'efficacité qui est forcément le meilleur, mais c'est aussi cette occasion de perdre son temps, comme l'enfant qui joue. L'adulte aussi perd son temps sur Internet. Voilà, en tout cas, parce que ça suscite chez moi de réflexion. Et donc, pour ça, c'est peut-être pas si mauvais pour l'intériorité. En vérité, il y a une forme d'intériorité qui est nourrie par Internet. Ce que, si je puis me permettre, oui, tout à fait. Ce que reprochait Bernanos aux robots, ce qu'il appelle les robots, c'est-à-dire ces machines qui étaient conçues pour le travail. C'est cette recherche exclusive de l'efficacité. Or, bien sûr, et c'est ce que j'ai essayé de montrer en parlant des humanités numériques, il y a bien sûr autre chose que la pure efficacité sur le numérique. C'est une transformation du monde qui a bien sûr des aspects positifs aussi. Et c'est, je crois, ce qu'il faut essayer, c'est de tirer le meilleur et de ne pas, en tout cas, réduire l'homme simplement à cette chose. Mais en même temps, quand on perd son temps, le danger, c'est cette profusion de contenu. Oui. C'est aussi, c'est ce que dit la civilisation du poisson rouge. Oui, la dispersion est là, oui, absolument. La parole est à notre auditoire. S'il y a des questions, je ne sais pas s'il peut aussi y avoir des questions à distance, mais il peut y en avoir. Merci. Paul Lignière. Je voulais poser une question parce que quelque part, vous avez présenté la France des robots de Bernanos sous un angle positif, naturellement. J'en avais, et certains peuvent en avoir une vision très négative. Quand on connaît le titre et l'utilisation qui en est parfois faite
comment dire, vous savez, quand on dit parfois « je me méfie de ceux qui critiquent les machines », les Heidegger, les Ellul, les Bernanos, il y a quelque chose aussi de suspect dans cette critique des machines. Et dans le titre de Bernanos, on le ressent moins dans son... c'est pour ça que j'étais intéressé aussi quand vous avez fait une réflexion sur le titre. On a l'impression que le titre a été choisi au dernier moment, comme c'est souvent le cas, mais le titre ne reflète pas forcément le contenu de l'œuvre. Mais dans le titre de l'œuvre de Bernanos, je crois qu'il y a deux travers qui sont, et que vous avez bien dénoncés, mais je voulais les mentionner. Le premier, c'est la France versus le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, on sait très bien, vous êtes angliciste, vous savez très bien qu'on ne peut pas traduire le terme anglo-saxon en anglais parce que les Anglais considèrent que ça ne veut rien dire, tout simplement. Donc ça, c'est un concept français. On met dans le monde anglo-saxon tout ce qui est un peu éloigné de la France, comme si les États-Unis, l'Angleterre et d'autres étaient la même civilisation. Donc le monde anglo-saxon, et souvent c'est péjoratif. Quand on dit le monde anglo-saxon, c'est le capitalisme financier versus le capitalisme français qui est industriel, c'est les robots versus, c'est le matérialisme versus l'esprit qui est plutôt européen, etc. Donc le concept d'anglo-saxon est péjoratif, il utilise ce terme. La France serait vertueuse, le monde anglo-saxon ne le serait pas, premièrement. Et puis la deuxième chose, vous l'avez dit au début, je le souligne, c'est contre. Vous avez cité Sacha Guitry, mais le contre aussi, contre les robots, donc il ne dit pas tout ce qu'il y a de positif aussi. Et vous avez montré une belle photo que je ne connaissais pas de Bernanos, lui-même sur une belle machine, une moto. C'était assez amusant, mais la France contre les robots. Donc dans ce titre, c'est aussi chargé de ça. Et je trouve que cette œuvre est souvent utilisée comme leçon, je lui dis les critiques de Heidegger ou de Ellul, contre les machines et aussi contre une certaine forme de modernité. Donc je voulais aussi souligner ça parce que là, je trouve que Bernanos a été très souvent utilisé à contre-emploi. Donc merci de d'avoir rectifié la vision qu'on peut en avoir ce soir. Oui, je vous remercie parce que effectivement la première lecture que j'en avais eue, c'était un tout petit peu celle-là, parce qu'il y a vraiment une critique très virulente du monde anglo-saxon et effectivement toute forme de modernité. Après, quand on rentre plus dans le détail du texte, on se rend compte que il y a plusieurs aspects chez Bernanos, c'est-à-dire que ça c'est présent, mais il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi, sur certaines phrases, vous voyez, que j'ai pu vous montrer, il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qui, je trouve, nous parlent aujourd'hui. Donc je crois qu'on peut essayer de tirer aussi des choses extrêmement intéressantes. C'est ce que j'ai essayé de faire. Enfin, là, j'ai pas eu le temps de rentrer tout le détail, mais je suis d'accord avec vous sur ces deux aspects. C'est-à-dire qu'effectivement, cette idée de France contre les robots, comme une espèce de rempart contre cette civilisation de l'efficacité, c'est peut-être un tout petit peu excessif. Et puis, je suis d'accord avec vous. C'est aussi quelque chose qui existait à l'époque. D'ailleurs, il faut peut-être mettre ça un peu en parallèle avec Gunther Anders, par exemple, l'obsolescence de l'homme. Il y a un peu de ça. Mais justement, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, vous voyez, chez Anders, il s'inquiète de la bombe atomique. Donc là, il s'inquiète de l'utilisation militaire des techniques de l'époque, mais pas uniquement. Et c'est cet autre aspect que je trouvais plus intéressant. Merci pour votre conférence. Si mes informations sont exactes, la France va se doter d'un comité d'éthique pour le numérique qui viendra indépendant de celui de la biologie. Et vous avez, je trouve, dressé un tableau tout à fait intéressant d'une éthique et d'une réglementation qui se ferait exclusivement sur des hypothèses non vérifiées. Mais alors, au moment où on va avoir un comité d'éthique du numérique en France, sur quelle base philosophique faudrait-il s'appuyer? Et je voudrais citer, vous l'avez fait pour son précédent livre, mais le dernier livre de Bruno Patino, qui s'appelle Submersion, et qui remet au goût du jour le joli mot de discernement, en disant que, indépendamment de l'apprentissage machine, il existe autre chose qui s'appelle le discernement et qui a de tout temps été très important, y compris pour la religion catholique. Je voudrais votre point de vue là-dessus. Merci effectivement de citer cette
possible création d'un comité d'éthique du numérique, hein, ça fait très longtemps hein, qu'on en parle. Donc moi, je suis dans le comité pilote d'éthique du numérique. Alors, est-ce que ça va être transformé? Normalement, oui, les décrets sont assez... C'est en cours, ça je peux confirmer. C'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et bien sûr, il me semble important de se demander quelle peut être la fonction d'un comité d'éthique du numérique. On a vu au plan européen, on a vu au plan mondial énormément de comités d'éthique. Hein. Je ne sais pas si je l'ai noté là, hein, mais il y avait, je crois, 320 comités d'éthique hein, qui étaient dénombrés en fin 2022. Et ces comités d'éthique sont pour beaucoup des comités qui vont énoncer des principes généraux et éventuellement qui vont imposer un certain nombre de réglementations. Et les principes généraux sont énormes. Hein. On en avait compté 521 hein, principes généraux. Bien sûr, c'est totalement illusoire hein, de se soumettre à cela. Mais justement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ici. Hein, c'est que l'éthique, c'est bien sûr, ça peut être... s'intéresser à la robustesse des systèmes. Hein, et là, il y a des travaux extrêmement importants, je crois, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient conformes à ce qu'on espère, hein, même si on n'a pas de preuves absolues. Ça peut être des réglementations, hein, j'ai montré quelques exemples, mais je crois que ça ne suffit pas. Hein, c'est ce que je crois important. Alors, c'est justement là où il faudrait qu'on ait une réflexion. C'est très difficile. Enfin, l'expérience que j'ai dans les comités éthiques, c'est que souvent, on a un certain nombre de juristes, alors pas tous bien sûr, hein, mais qui ont une soif de réglementation. Et à mon sens, justement, l'éthique, même s'il y a... la loi est importante, mais je crois que l'éthique, c'est une temporalité qui n'est pas la même que celle de la loi, qui n'est pas la même que celle de la réglementation. La loi est naturellement conservatrice hein, et elle doit s'inscrire dans la durée. Hein. La réglementation, elle est, elle aussi, hein, elle va figer un certain nombre de choses. Elle va aider, hein, c'est en général une mise au point administrative d'un certain nombre de lois pour faciliter. Il y a aussi une autre chose qui existe, sont les normes. Hein, et les normes, et vous le savez bien, hein, sont extrêmement importantes, mais ce sont justement des parties prenantes hein, qui se mettent d'accord sur un certain nombre de conventions. Et à certains moments, c'est très utile, les normes. Mais ce n'est pas du même registre, hein, ce n'est pas la même chose. Et l'éthique, c'est d'un registre différent. Par exemple, vous voyez, les normes, il est normal que ce soit des parties prenantes, c'est-à-dire des acteurs qui ont un intérêt partagé et qui se mettent d'accord. Dans le cas de l'éthique, justement, il faut surtout ne pas avoir de conflit d'intérêt, il faut être désintéressé. Et donc on est, je crois, dans un registre différent. Et il me semble voilà, que c'est ce qu'il faut essayer de mettre en place. Ce n'est pas évident parce que souvent, il y a une tentation dans les comités d'éthique institutionnels hein, d'avoir des représentants, hein, éventuellement, hein, même d'ailleurs dans les plans qui ont été faits, hein, il y a l'idée qu'il y ait des représentants de la société civile. Hein, c'est ce qu'il y a dans le comité d'éthique de la biologie. Alors, est-ce qu'on doit avoir des représentants de la société civile? C'est une question, hein, parce que moi, je sais que j'en avais parlé avec des collègues allemands, et il m'a dit, mais justement, un comité d'éthique, c'est un comité de sages, normalement. C'est-à-dire de personnes qui ont une autorité dans le domaine qui est le leur. Donc, est-ce qu'il faut que ce soit ouvert comme ça? Voilà, tout ça sont des questions ouvertes et délicates. Je ne suis pas certain qu'on les ait toutes réglées avant la mise en place de ce comité éthique. Hein. Et je pense que ça n'épuisera pas, en tout cas, les questions d'ordre éthique. Hein. Mais ça permet quand même, peut-être, d'en débattre un tout petit peu. Et le rôle du discernement? Ah oui, alors ça c'est... bon, enfin, non mais bien évidemment, c'est toute la difficulté, hein, c'est que c'est pour ça que, vous voyez, quand on assimile l'éthique et la réglementation, justement, c'est quelque chose qui a normalement pas de discernement. Alors dans la loi, il y a des moments où il y a le discernement qui est introduit, mais il est introduit subrepticement. Et vous voyez, vous avez des notions comme la notion de proportionnalité, par exemple, qui relève un tout petit peu de cette idée de discernement, puisque c'est laissé à l'appréciation des magistrats. Hein, et de même, hein, l'intérêt légitime, vous voyez, sont des questions extrêmement complexes. Et moi, dans toute la tradition philosophique, hein, on peut voir par exemple chez Aristote, hein, il dit bien qu'il y a une distinction entre la loi qui est nécessairement générale
Et puis ensuite, son application à un cas particulier, qui fait que justement, il y a un très grand écart. Et moi, je sais que j'ai discuté avec des magistrats et c'était très intéressant parce que, à la limite, je m'entendais mieux avec les magistrats parce que, enfin, je ne dis pas à la limite, hein, mais en tout cas, c'était beaucoup plus facile parce que, justement, ils se soucient du cas particulier sur lequel on applique les règles. Et je crois que dans le cas de l'éthique, et en particulier l'éthique du numérique, il faut qu'on regarde ce qui est en train de se faire. Et pas en amont. Et c'est ça la critique que je voudrais faire aux différentes régulations, c'est qu'elles essayent de définir des cadres généraux, tellement généraux qu'ils sont totalement abstraits et déconnectés de toute réalité. Hein. Le cas de l'AI Act, et je pourrais vous en donner d'autres dans l'AI Act, parce qu'il y en a une palanquée. Hein, enfin, je veux dire, je ne voudrais pas être méchant, hein, mais je trouve que c'est assez étonnant. Hein. Or que la technologie, elle a ça de particulier, c'est qu'elle nous surprend. Et d'ailleurs, enfin, on l'a tous vu quand même, il y a moins d'un an, j'en parlais tout à l'heure, hein, je suppose que vous avez tous été étonnés par ChatGPT. Hein, c'est-à-dire que des machines qui soient capables de générer des textes aussi bien construits, même si ils sont totalement fantaisistes et déconnectés de la réalité. L'écriture, la matière écrite, est quand même très, 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 très surprenante. Hein. On a tous été étonnés, de même sur les images ou sur les fake news. Donc on est surpris par ces nouvelles réalités. Et après, on est surpris par les modes d'appropriation de ces outils qui peuvent être très surprenants. Par exemple, les réseaux sociaux, au départ, c'était quand même très positif, c'était mettre en contact tout le monde. Hein, comment ne pas s'en réjouir? Et puis on s'est rendu compte de l'effet dévastateur que ça pouvait avoir sur l'ensemble de la société. Tout ça pour dire que, justement, la difficulté avec les technologies, c'est qu'elles évoluent dans un sens qui nous surprend parce que, justement, le monde des technologies est un monde qui n'est jamais celui qu'on avait imaginé. Et donc, la réflexion éthique, c'est pour ça que j'ai terminé sur cette notion du temps, c'est qu'effectivement, hein, il faut accueillir ce qui vient, et j'ai mis et celui qui vient, hein, et c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, c'est le prochain. Hein, et c'est ça, je crois, qui est vraiment très particulier et qui fait que c'est... Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait une réflexion philosophique derrière ces comités d'éthique. Malheureusement, les comités d'éthique ont quand même un côté institutionnel. Hein. Je m'en suis rendu compte ces dernières années. Et disons qu'ils n'épuisent pas la réflexion éthique. Bien, merci. Je vais prendre quelques questions qui sont posées par nos invités à distance dans la salle virtuelle. Donc pour rebondir un peu par rapport à ce que vous venez de dire, il y a une question qui vous est posée, qui est pour vous. Quels seraient les plus grands risques liés à l'apprentissage? Je vous pose les deux autres questions auxquelles vous pourrez répondre si vous le souhaitez. La France, en tant qu'elle est patrie de Descartes, n'est-elle pas à l'origine des robots? Et puis, l'un de nos invités qui pose la question de la spiritualité dans tout cela. Vaste question. Alors, merci de ces trois questions. Je vais répondre d'abord. Risque lié à l'apprentissage machine. D'abord, première chose, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de formes d'apprentissage différentes. Aujourd'hui, on se restreint souvent à de l'apprentissage par induction, mais il peut y avoir d'autres types d'apprentissage. L'apprentissage par induction, ça veut dire au sens logique, le fait de partir de cas particuliers pour arriver à construire des règles générales. Mais dans l'histoire de l'intelligence artificielle, il y a eu d'autres tentatives très différentes. Par exemple, une machine peut regarder son fonctionnement et essayer à partir de ça des traces de comportement, de s'améliorer. C'est une forme d'apprentissage. Je ne rentre pas dans le détail. Alors, dans l'induction, et on le sait depuis très longtemps, il y a un principe de base, puisque vous partez de cas particuliers et vous voulez arriver à des règles générales. Il faut que les cas particuliers à partir desquels vous avez effectué l'induction soient des bons représentants des domaines dans lesquels vous allez appliquer votre induction. Alors ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne le sait pas a priori. Parce que justement, le monde change. Et le risque lié à l'apprentissage, c'est qu'on croit que tout est apprenable. Et que, bien sûr, on ne peut apprendre que lorsqu'il y a une forme de régularité. John Stuart Mill, il dit qu'il y a un principe qui est un principe d'uniformité
qui est un axiome d'uniformité, qui est vraiment tout à fait essentiel pour être en mesure d'utiliser l'apprentissage. Alors, je vais donner un exemple simple. Moi, j'ai travaillé avec des dermatologues et ils s'intéressaient à l'utilisation de l'apprentissage pour détecter les corrélations entre les formes des grains de beauté et les cancers de la peau. Et puis, ensuite, ils se sont rendus compte que ça marche bien sur les peaux blanches, mais sur les peaux noires, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la pathologie des grains de beauté n'est pas du tout la même. Alors, ça ne veut pas dire que les systèmes sont racistes, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas le faire parce qu'on n'a même plus affaire aux mêmes maladies. Donc vous voyez, je crois que le danger, comme avec beaucoup de techniques, c'est qu'elles soient employées sur un mode et dans un registre qui n'est pas celui pour lequel elles ont été faites. Elles sont très utiles dans certains cas particuliers, mais pas pour le reste. Et en particulier, bien sûr, si on a affaire à des situations particulières, des crises, des situations anormales, à ce moment, bien sûr, on ne peut pas les appliquer. Donc c'est bien sûr les limites de l'apprentissage et les risques, c'est de ne pas comprendre ça. Et malheureusement, c'est ce qui se fait. Vous avez un très bon livre, je ne sais pas si il a été écrit il y a 6 ans. Le titre est merveilleux en anglais, « Weapon of Mass Destruction ». Donc, vous voyez, en anglais, c'est arme de destruction mathématique. C'est pas arme mais ça se prononce comme arme de destruction massive. C'est de Cathy O'Neil, c'est une mathématicienne qui explique comment les systèmes d'apprentissage machine ont eu un effet extrêmement délétère sur la société américaine. Parce qu'ils ont détruit le tissu social, la confiance. Parce qu'on les a utilisés de façon excessive. Par exemple, elle donne comme exemple le fait qu'il y a des indicateurs et que, par exemple, une institutrice qui était considérée comme une excellente institutrice, tout d'un coup, elle se fait renvoyer parce que les élèves dans sa classe ont de mauvais résultats. Et en fait, c'est parce qu'elle était plus exigeante et qu'elle notait moins bien que les autres. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples de ce type-là, où le fait qu'on utilise des systèmes d'intelligence artificielle pour répartir les forces de police et qu'on le mette là où on a des indications qui montrent qu'il y a de la criminalité. Et en fait, il y a des indications qui montrent qu'il y a de la criminalité parce qu'il y a des forces de police. Et donc, c'est un cercle vicieux. Voilà. C'est ce genre de choses, vous voyez, où l'apprentissage peut être nocif. J'espère que ça répond à la question. Alors, la deuxième question, c'est sur la France. Est-ce que, avec Descartes, elle est à l'origine des robots ? Alors, je pense que les robots, c'est beaucoup plus ancien. C'est-à-dire que c'est déjà en Grèce, il y a des automates, bien avant. Et ensuite, effectivement, en France, on a des robots très tôt. Jacques de Vaucanson, il fait des automates. Parce que les robots, ce sont des automates. Il n'y a pas de différence entre les robots et les automates. Donc vous allez pas très loin d'ici, au Musée des Arts et Métiers, et vous voyez les automates de Jacques de Vaucanson. Donc c'est en France. Mais enfin, il ne faut pas être, trop chauvin. Ça existe en France, mais ça existe aussi dans d'autres pays européens. Cette idée de fabrication de mécanismes est assez ancienne. Elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, bien sûr, c'est d'abord l'enthousiasme pour ces robots, alors avec, entre autres, la pièce de Karel Čapek. Mais vous avez d'autres automates au XIXe siècle. Il y a énormément d'automates. Vous regardez la littérature. Par exemple, il y avait une pièce de théâtre, Léon Cella, vous voyez plein de robots. De même, Villiers de l'Isle-Adam. Vous avez lu Les Futurs de Villiers de l'Isle-Adam ? C'est assez étonnant comme roman. Un roman symboliste dans lequel il y a un personnage qui est Thomas Edison, le grand Thomas Edison. Donc c'est pas Branly, mais c'est Edison qui a construit, puisqu'il est très riche, il a une espèce de souterrain et il reçoit un de ses amis qui est un lord anglais qui a des peines de cœur parce qu'il est tombé amoureux d'une comédienne qu'il trouve atrocement futile et il conçoit pour cet ami une femme qui est la plus parfaite des femmes, qui est une femme artificielle, les futures. Voilà. Donc tout ça pour dire juste que, oui, dans l'imaginaire, on le retrouve en France, mais pas uniquement. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal en France. Et puis la dernière question, c'est la question de la spiritualité. Alors ça, c'est une question très compliquée. Bon, on a vu à quel point, bien sûr, le monde moderne, bien sûr, justement, constitue
comme le dit Bernanos, hein, une conspiration contre la vie intérieure, mais pas obligatoirement, comme j'ai essayé de le dire ici. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de montrer qu'il y a de nouvelles formes de spiritualité qui sont un peu étranges, hein, qui sont... alors on le voit avec, par exemple, hein, ce qu'on appelle la singularité technologique, hein, où il y a des églises. Alors, est-ce que ce sont des spiritualités? Ce sont des églises, hein, où on nous dit on va atteindre l'immortalité, hein, en téléchargeant sa conscience sur une machine. Mais justement, je pense que ça mérite certainement une analyse. Ce sont des spiritualités un tout petit peu étranges, en sens où il n'y a pas d'extériorité. Hein, c'est-à-dire que c'est une réduction à des flux d'informations, mais sans qu'il y ait une transcendance. Alors, est-ce que c'est une vraie spiritualité? C'est une question ouverte, je ne crois pas. Alors, ce que j'avais fait dans le mythe de la singularité, j'avais essayé de dresser un parallèle entre ces mouvements qui essayent de réparer le monde avec la technologie et les gnoses, hein, qui sont des mouvements spirituels, hein, des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ, et qui, gnose, ça vient de cognoscere, connaître par la connaissance, permettent de réparer le monde. L'idée que le monde aurait été mal fait par un faux démiurge, enfin par un démiurge, pas un vrai Dieu. Et c'est exactement, on retrouve la même idée chez ces technologues, hein, comme Elon Musk, ou enfin vous en connaissez plein aux États-Unis, qui nous expliquent que la technologie va réparer le monde et qu'elle va nous permettre d'arriver à un état supérieur éventuellement. Hein. On ne va plus vieillir parce qu'on va être en mesure de maîtriser les mécanismes comme l'apoptose, hein, qui sont responsables de la mort des cellules. Hein. On va arriver à une jeunesse éternelle, etc. Alors, c'est ce type de spiritualité qui existe, hein, et qui sont liées à la technologie et qui me semble poser un certain nombre de problèmes. Hein. Merci beaucoup pour vos réponses. Je ne sais pas s'il reste des questions dans la salle. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. J'avais également une question qui rejoint un petit peu la dernière que vous avez traitée, mais qui justement portait un peu sur cette vie intérieure évoquée par Bernanos. Comment ne pas être un imbécile, comme il le fustige dans La France contre les robots, à de nombreuses fois. Comment dire, comment en fait être un peu en accord avec ce monde d'intelligence artificielle, de technologie, de haute technologie, et en même temps, on va dire, avec une sorte de vertu aristotélicienne, comment essayer de vivre bien avec ce machinisme omniprésent, sans pour autant en être en profondeur systématique et qui n'arriverait pas à voir plus loin, sans aller non plus jusqu'aux transhumanistes voilà, qui se cherchent de nouvelles églises technologiques. Merci. Non, mais je vous remercie de cette question, puisque c'est la seule vraie question. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, comment arriver c'est ça l'éthique, hein, c'est se donner des règles, hein, des commandements. Or, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde que personne n'a connu auparavant, qui est différent, hein, et la société est différente, les relations entre les hommes sont différentes. Et donc, c'est à nous, effectivement, d'inventer, hein, ces règles de vie, et de se demander comment faire. Alors, je n'ai pas voulu vous dire que je vous donnais la voie, mais en tout cas, je voulais vous donner un exemple avec les humanités numériques en disant, effectivement, cette civilisation du poisson rouge, nous n'y sommes pas totalement condamnés. Hein, c'est ça. Et les imbéciles, hein, attention, hein, dans le cas de Bernanos, hein, et vous avez raison de le mentionner, hein, je l'avais cité une fois, hein, mais il répète ça, ce ne sont pas des idiots. Hein, c'est-à-dire que les imbéciles, c'est ceux qui... justement, hein, se laisse prendre, hein, à ce rythme de la modernité, etc. Hein, et il le répète de façon très insistante. Donc, je crois que c'est vraiment une question ouverte, hein, mais qui est une question centrale pour le futur. C'est-à-dire comment faire. Et c'est pour ça aussi que je trouve que ce cycle de conférences pourrait essayer de contribuer à lancer des réflexions de ce type-là. Hein, comment est-ce qu'on doit essayer de se construire, hein, et d'apprendre à vivre ensemble et d'apprendre à vivre individuel dans ce monde moderne. Et en même temps, enfin, comme je le disais, il n'y a pas de déterminisme technologique et donc il n'y a pas de fatalité. Hein, c'est vraiment à nous de nous construire. Mais en même temps, et j'insiste là-dessus, je l'ai dit tout au début, je crois qu'on est libre et responsable, hein, et toujours responsable de ce qu'il y a, contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes nous laissent entendre. Hein, c'est que la technologie se déploie d'elle-même et qu'on n'y peut rien, etc. Je crois que ça, c'est totalement faux.
Bonjour, merci pour votre séminaire. Et j'ai beaucoup appris par rapport à... Ça m'a beaucoup ouvert la vision par rapport à la technologie et le texte de Bernanos. Et je suis une doctorante qui prépare une thèse de la littérature française sur l'œuvre romanesque de Bernanos et Mauriac. Et j'ai quelques questions et je vais résumer rapidement en principe ces trois. Et la première question, c'est est-ce qu'il n'y a pas de dimension de l'époque, comment dire, historique, dimension historique et dans les écrits combat de Bernanos, de la France contre le robot. C'était pendant la guerre. Si ça nous parle aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans la guerre. Je pense, est-ce que ce n'est pas, comment dire, dans ce contexte-là, la machine doit être interprétée en autre sens, n'est-ce pas? Et en plus, aujourd'hui, on voit dans la guerre le rôle de drone, la guerre de satellites dans l'espace et la guerre maritime avec tous les robots. Et deuxième question, c'est par rapport dans ce contexte-là et par rapport au sens de la pauvreté bernanosienne. Chez Bernanos, le sens de pauvreté était très important à ma connaissance, comme si on réfléchit le curé de campagne, curé en Bricourt, et une femme qui vit avec un prêtre défroqué, qui se console en unissant avec des autres pauvres dans sa imagination. Dans son imagination. Et donc, si le robot est égal à esclave, et ce qui rend puissance aux riches, comment on peut protéger selon le sens Bernanos, la dignité de la pauvreté? Parce que la pauvreté humaine, il y a le sens. Parce que par la pauvreté, on comprend mieux l'un et l'autre, ça aide à aimer l'un et l'autre. Mais avec le robot, quel est le sens de la pauvreté? Et troisième question, c'est par rapport à, par rapport à l'intériorité. Et est-ce que c'est possible d'enrichir l'intériorité avec SNS et le monde numérique, mais quel est le sens quelle est la différence entre non, je vais passer parce que c'était intériorité. Au fait, est-ce qu'il n'y a pas si je parle un peu brutalement, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'être manipulé parce que comme on ne voit pas le auteur, il n'y a pas la toute intégralité du auteur dans un texte qui est morcelé et comme fragmentaire. Donc, il est capable de recevoir sans la critiquer parce qu'il n'y a pas d'autre en présence avec le corps qu'on peut considérer comme égal à critiquer. Donc, l'esprit de critique et ce que je voudrais poser question n'est pas un risque. Merci pour votre exception. Merci, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors d'abord sur la dimension historique, bien évidemment, c'est ce que évoquait monsieur tout à l'heure, hein. C'est un texte très daté, hein. Ce qui m'a intéressé, c'était à partir de ça, de regarder ce qu'il pouvait avoir à nous dire aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui sont totalement inscrite dans l'époque. C'est une situation particulière. Bon, lui a passé, vous connaissez son histoire, hein, il est passé pendant très longtemps au Brésil. Hein, il avait été très marqué lui-même par la Première Guerre mondiale. Il était blessé et ses enfants, avaient rejoint le général de Gaulle. Et bien sûr, il y a cette guerre nouvelle, hein, qui est une guerre de machines, hein, qui l'effraie. On sent bien que ça. D'ailleurs, dans un des passages que j'ai lus, hein, il parle vraiment de ça. Donc oui, c'est extrêmement daté. Mais je trouvais qu'il y avait, malgré tout, même si c'est daté, un certain nombre de questions, hein, qui peuvent être
tout à fait intéressant. Alors après, sur l'aspect social du robot, hein, et pas uniquement social, hein, parce que quand il parle de pauvreté, hein, je pense que c'est une pauvreté d'un ordre particulier, hein, bien sûr. Hein, et oui, bien sûr, c'est parce que c'est une vie de confort, mais ça, c'est un peu ce qu'il laisse entendre. Hein, mais on retrouve, c'est peut-être là, enfin, je veux dire, donc c'est un peu ce qui est gênant, parce qu'on retrouve quelque chose qu'il y a chez Heidegger, hein, sur la pauvreté aussi. Hein, c'est un peu, et c'est là aussi où c'est assez daté, me semble-t-il. Hein, c'est pas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais donc ça c'est le. Mais alors sur l'intériorité, je trouve que la question que vous posez est vraiment intéressante. Dans quelle mesure l'intériorité évolue? Alors, on est dans une situation très paradoxale, parce que, d'un côté, avec le numérique, on a un nombre d'écrits à notre disposition qui n'avaient jamais existé. C'est-à-dire qu'on vit tous dans une bibliothèque. C'est-à-dire là où il y avait des lieux très particuliers, qui étaient des lieux d'études, qui étaient isolés du monde, etc., où on avait accès à quelques livres. Hein, donc, du point de vue politique, c'est une démocratisation de l'accès au savoir. Et en même temps, on voit bien que c'est l'inverse qui se produit. C'est peut-être ça que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui peuvent en profiter, et puis ceux qui sont totalement manipulés par les systèmes de recommandation, qui ont une information parcellaire, etc. Et puis il y a aussi un temps particulier qui est le temps de la modernité qui s'est accéléré. D'ailleurs, il le dit, il y a des choses très très belles, hein, où il dit, je n'ai pas eu le temps de les citer, hein, il dit, mais en fait les machines nous rendent nous-mêmes des robots, parce qu'elles font que le rythme qui est le nôtre n'est plus présent, et on est soumis au rythme de la machine et au rythme du travail. Hein. Ça fait un peu penser au film de Charlie Chaplin, hein, où on voit sur les temps modernes. Hein. Donc c'est exactement ce qu'il dit. Et donc ça rejoint tout à fait ce que vous dites, et c'est bien sûr ce qui l'inquiète. Et c'est ça aussi, bien sûr, ce qui me semble est tout à fait est toujours pertinent aujourd'hui. Hein. Moi, je veux dire, pas plus tard que tout à l'heure, hein, je parlais avec quelqu'un qui est du ministère de la Culture. Enfin, il expliquait à une femme, il dit, ce qui est important quand on a dans des postes importants en administration, c'est le temps de faire de la stratégie. Et même ça, c'est même pas de l'intériorité, hein, c'est le fait. Et ben même ça aujourd'hui, hein, dans les métiers courants, on n'a plus le temps. C'est-à-dire qu'on on doit faire on doit donner des gages, etc., hein, en permanence. Donc effectivement, c'est aussi ça, hein, qui est lié à cette extrême rationalisation, hein, de toutes les tâches. Et il me semble que c'est de ça dont il parle. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui peut nous intéresser. Je crois qu'il est l'heure de conclure. Merci, un très grand merci en tout cas, professeur, pour cette très belle soirée qui ouvre ce cycle de conférences. Et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont sur la table et qui sont à travailler. En tout cas, ça a été très, très stimulant. Un grand merci à vous. On peut vous remercier, vous applaudir. Merci de votre accueil, et puis j'espère que ce cycle va pouvoir justement lancer des réflexions sans répondre totalement à ces questions, mais au moins ouvrir sur le questionnement, hein, sur toutes ces problématiques.